On va passer au YHP 40K GT, War in the Burg. Donc en finale, on a un Dark Angel contre un Craftworld. Cette fois-ci, contrairement à Nick Nanavati, on n'a pas un Craftworld custom, mais on a un Bieltan. Mais d'abord, on va s'attaquer à la liste Dark Angel. Donc la liste Dark Angel tourne autour d'un détachement Vanguard. Vu qu'il joue des swings, bah, du coup les 3 CP lui sont remboursés, classique. Donc on a un interrogateur chaplain avec la Litany of Face. Pardon, j'ai éternué. Litany of Face, donc on a Litany of Face, c'est la Feel No Pain à 5+, de mémoire. Canticle, ouais c'est ça, c'est la première litanie, donc c'est la Feel No Pain à 5+, contre les mortels. On a le Cantique de haine, donc ça c'est le plus de la charge, on lui met une épée Astartes pour aller chercher la Teeth of Terra. On a le Maître of Sanctity, on a le Jump Pack pour la mobilité, et on a le Wise Orator pour lancer les litanies sur du 2+. Ensuite, on a un Librarian, donc avec Mind One, Right to Reaping Nuns, Engulfing Fear, donc c'est les 3 meilleurs pouvoirs psy de la discipline, avec du Fight Last, de l'anti-super OP, et le dernier, je crois que c'est potentiellement une réduction permanente de la CC et de la CT. Je peux me tromper, alors attendez, ça va être simple, on va ouvrir le codex Dark Angel pour être certain. Space Marine, Dark Angel... Alors... Army Rules, Interomancy. Alors Mindworm, c'est la petite mortelle qu'on met, c'est le Fight Last. Ça, ok. Ensuite, on a l'Engulfing Fear, ça c'est le -1 à la caractéristique de commandement. On enlève l'objectif sécurisé, puis on empêche l'action. Et c'est le Rightful... Ah non, c'est la full reroll des touches et des blesses. Voilà. Le Rightful Repugnance, non oui, ça c'est... Le -1 CCCT, il n'existe plus. Non, c'est le -1 d'attaque qui existe. Oui, non, d'accord, c'est celui-là qui a été changé. Non, ouais, voilà, c'est une full reroll des touches et des blesses. Donc extrêmement puissant. Décisif tacticien, c'est quoi celui-ci? C'est +1 à l'advance et à la charge en aura, à toutes les unités corps, donc voilà. Très intéressant quand on joue des gros packs de Terminator. Donc là, on a 20... non, on a 19 Nightmaster. Il n'y a pas de Nightmaster, là? Normalement, si, il y a au moins un Nightmaster, parce qu'on est sur du 470 points, donc si, on a quand même un pack, on a 2 packs de 20 Deathwing, enfin de chevaliers Deathwing, dont le sergent Nightmaster qui aura le Mastercrafted Weapon, donc dégâts +1 au niveau d'héroïque. Ils ont tous des Mass of Absolution, donc je crois que ça c'est du dégât 3 flat. Attendez, datasheet, non, ça c'est l'interrogateur, Deathwing Knight. Alors la Mass of Absolution, c'est ça, c'est le Force x2, PA-2, dégâts 3 flat. Dégâts 3 flat. Donc du coup, le Nightmaster passe dégâts 4 flat. Ça commence à pas trop déconner. Hein. On a le Ravenwing Apothicary, voilà, pour la mobilité, les Res, le Rite of War pour être super OP. On a... Ah, c'est quoi, c'est 3, 9, 6, 9, 10, voilà, on a 2 x 10 Relique Terminator. Putain, ça fait 10, 20, 30, 40, il y a 40 Terminator. Bon, ceux-là sont en Combi Bolter Lightning Claw. Mais ouais, vu qu'ils sont des swings, bah, ils ont l'Inner Circle, je pense. Attendez, c'est quoi? Non, c'est pas l'Inner Circle. Datasheet. C'est où déjà? Le Deathwing, ça va être où qu'on va trouver les règles? Ça va être là. Alors, Deathwing, an Inner Circle Unit, gagne ici la capacité Inner Circle. Et donc la capacité Inner Circle, c'est la transhumaine de mémoire, c'est ça, c'est la transhumaine. Là, on a 40 Terminators qu'on peut pas blesser en dessous de 4+. Sachant qu'ils ont des save à 2, l'armure du mépris pour les reliques Terminator, ils ont une chier de saturation, là où les Knights vont avoir une chier de grosses patates. Donc plutôt solide avec le super OP derrière. Bah écoutez, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Pas grand-chose, n'est-ce pas? Alors ensuite, Craftworld de Singwinjet, donc qui joue Bieltan. Donc on a en no slot, on a 2 Warlock Skyrunner, on a un Farseer Skyrunner avec Guide, Doom, Volonté d'Azurian, etc. On a unité de Ranger avec le Wire Wavenet, unité de 6 Dire Avenger, donc sûrement pour aller chercher un Ashmund. On a 6 Banshee aussi, peut-être pour aller chercher aussi un Ashmund. On a 10 Swooping Hawk. Donc ça, c'est sûrement pour aller chercher du To The Last, parce que les Swooping Hawk, c'est n'importe quoi. Ça balance 40 tirs. Enfin, c'est énorme. C'est une saturation complètement craquée. Les Warp Spider, ça, c'est plutôt intéressant. Ensuite, on a un Crimson Hunter Exarch, un Wave Serpent. Ensuite, on a une autre patrouille, avec 2 Warlocks, cette fois-ci à 3 Warlocks. Ouais, c'est ça, 3 Warlocks à pied. Un Farseer à pattes. Encore une unité de Ranger avec le Wire Wavenet.
Unité de Fire Dragon, donc de 6 dragons de feu, de 6 scorpions, de 3 Shining Spear. Shroud Runner, ça c'est les nouveaux, c'est les Rangers en motojet là. Et on a un Falcon. Falcon en full canon shuriken, donc il n'a pas mis le pulse laser. Alors, Marines contre Craft World. Voilà, il y a une grosse trade à faire, donc on va les faire 2 par 2, tiens. Marines contre Craft World pour notre deuxième table en cours. Qu'est-ce que c'est? La 8ème édition? Des listes très différentes ici, avec les Dark Angels ultra durables d'un côté, et une force Craft World fragile mais très menaçante de l'autre. Les deux armées tirent également des avantages substantiels de la façon dont le jeu est organisé. Donc il y a beaucoup à jouer. Du point de vue des Dark Angels, cette mission est idéale pour jouer la stratégie de char dans laquelle ils excellent. Surtout s'ils remportent le jet d'objectifs et peuvent déplacer l'objectif du No Man's Land de leur côté du plateau vers le centre. Cela leur permettra de construire une forteresse, d'accumuler des points de primaire et secondaire et de repousser tout ce que les Craft World enverront. Ils peuvent même adapter leur choix de secondaire une fois qu'ils savent qui déplace le premier objectif, car l'un des changements subtils dans Ashmood est que les secondaires sont choisis après le roll-off attaquant-défenseur. Ici, cela peut influencer la supériorité d'un plan d'étranglement, donc de Stranglehold. Maladie, je sais pas. C'est Oaths. C'est Oaths of Moment. Donc c'est serment de l'instant, donc c'est pas maladie, c'est d'étranglement, donc de l'emprise ou du serment. Ou d'un plan de défiance entêtée, donc Defiance Plan is supérieur. Donc de défiance, ça doit être un secondaire d'Archangel, peut-être. Car le premier devient un peu plus difficile si l'adversaire parvient à déplacer un objectif clé loin du centre. Castle Hub, donc on peut construire un château avec quelques Terminators, peut-être mettre quelques reliques en Teleport Strike, donc les reliques c'est les Terminator reliques, pour aller mettre la pression sur l'objectif prioritaire des Azuriani et défier les méchants elfes d'essayer de faire assez de dégâts pour gagner la partie. Ils vont essayer certainement ils vont essayer certainement. Le gros problème pour les mondes artisanaux ici est que les Dark, donc artisanaux c'est les Craft World, ici est que les Dark Angels ont très peu de portée dans leur capacité à infliger des dégâts, ce qui signifie que la fragilité des divers guerriers aspects n'est pas un facteur déterminant tant qu'ils ne sont pas correctement engagés dans la bataille. Alors que le château des Dark Angels est un obstacle redoutable à franchir, il est très utile de pouvoir s'aligner avec précision pour tenter sa chance. Il est quelque peu problématique que les faucons et les coureurs de linceul... Alors attendez, les faucons, c'est les Swooping Hawks, et les coureurs de linceul, c'est les Shroud Runner. Ouais, c'est ça, coureur de linceul. Shroud, c'est de linceul, et Runner, c'est le coureur. Donc c'est bien ça, c'est le coureur coureur de linceul. J'imagine des Eldar en train de courir derrière, des gardiens Eldar en train de courir derrière un farcir pour lui tenir pour lui attraper le linceul. Et les coureurs de linceul ne fassent pratiquement rien aux chevaliers d'Eldemort, donc aux chevaliers Deathwing. Même une fois que la guigne a été lancée, qu'est-ce qu'ils appellent la guigne? La guigne, je veux pas ce que c'est. Ok. Même une fois que la guigne a été lancée, mais cela est compensé par exemple par la présence d'un chasseur cramoisi qui va voler tout au long du jeu en toute impunité. C'est vrai que du coup il a pas grand chose le Dark Angel pour gérer ça. Les dragons de feu gâchent légèrement le plan To the Last du côté du Craft World, mais ils peuvent confortablement en accumuler 10 si nécessaire et peuvent choisir Engage plutôt que Stranglehold avec un chasseur cramoisi afin de pouvoir choisir d'éviter un combat douteux à un moment clé si nécessaire. Il devrait également être en mesure d'obtenir un score élevé en interrogation psychique, car le bibliothécaire, donc le librarian, ne peut pas bloquer tous les angles. Victoire d'Archangel, mais vraiment à peu de points, à 3 points près, c'est une égalité en WTC. L'os US, le moindre point en plus, est une victoire. Le défi pour les Craft World est qu'ils doivent, à un moment donné, éliminer un certain nombre de Dark Angels pour les empêcher de se contenter d'une victoire laborieuse. Bien qu'ils ne puissent probablement pas pousser leur matériel de mêlée au centre du plateau, la mise en place d'une escouade d'attaque composée de Banshee, de Scorpions et de Lances peut vraisemblablement nettoyer une grande escouade de Terminator qui prendrait le flanc, surtout avec Jinx et Doom en renfort. C'est un gros investissement, mais les Dark Angels n'ont pas beaucoup d'unités, donc les éliminer rapidement limite leur capacité d'adaptation et de contrôle de la table. Aucun des deux camps ne peut ignorer ce que l'autre fait rapidement, donc vous devez planifier tout avantage progressif que vous pouvez construire ici. Et une grosse explosion sur un flanc semble définitivement être le meilleur angle de l'Azuriani. Mais cela comporte des risques. Un swing et un raté, c'est probablement la fin de la partie, et si les Dark Angels ont encore d'autres unités en Deep Strike, donc en FEP, alors celle qui arrive sur l'autre flanc une fois que la mêlée du crafter s'engage pourrait être un souci. Comme mentionné ci-dessus,
Ce jeu sera toujours serré. Les deux camps ont des moyens de marquer beaucoup de points et ne peuvent pas rapidement empêcher l'autre de faire de même. Et les deux camps peuvent, dans une certaine mesure, vivre leur meilleure vie, alors qui gagne? Pour être honnête, c'est un cas où je ne peux pas vraiment m'empêcher de connaître le résultat. Le match s'est terminé sur un score terriblement serré de 89 à 86, ce qui suggère que les deux équipes ont extrêmement bien exécuté leur plan et que les choses se sont jouées sur le fil. Les Dark Angels sont sortis triomphants, et si je devais deviner pourquoi, ce serait soit parce qu'ils ont pu construire un magnifique château à 3 objectifs lorsqu'ils se sont déplacés, soit parce que les Azuriani ont lancé une attaque de flanc et n'ont pas été à la hauteur. Ils n'ont pas pu s'accrocher suffisamment à partir de là. Il y a probablement plus de cas d'échec du côté des Craft World à cet égard. Mais avec une marge aussi mince, cela aurait pu être la plus petite chose qui aurait fait basculer le jeu. Donc là, oui, là, on est vraiment sur un score qui est très serré, donc GG au joueur Deathwing, Dark Angel. Il a su marquer les 3 points qu'il fallait. GG à lui. Là, il n'y a rien à dire. Et donc, il éjecte un Craft World de la première place, et ça leur fera pas de mal à ces Drama Queens. Oups! Tous les Deathwing, vous aimez voir ça. Les Terminator Relic étaient déjà très sous-utilisés pour ce qu'ils peuvent faire, mais le changement d'armure de mépris est fantastique pour eux en général, et exceptionnel pour les armées qui ont d'autres moyens de les booster. La Deathwing leur fournit des objectifs sécurisés et des transhumans intégrés, ce qui signifie que cette liste dispose d'excellents bagarreurs polyvalents qu'elle peut utiliser pour les contre-attaques ou envoyer en chasse via le Teleport Strike. Cela renforce la stratégie déjà décente qui consiste à créer un château invincible autour de certains objectifs clés. Et il faut donc s'attendre à ce que les Dark Angels connaissent un certain essor à mesure que d'autres joueurs suivent l'exemple de John et les remettent sur la table. Deuxième place, on a Larry Oliver avec des Tyrannides. Donc ça joue en Léviathan, on a une unité de 3 zoanthropes, une unité de neurotrope avec le Barbe Résonance et le Synaptic Tendril, le Hive Tyran ailé avec la classique Obliterax Adaptive Biologie. On a quand même un petit sac à toxines sur des points qui devaient rester. On a une unité de 3, 4, 5 guerriers tyrannides, tous en Death Spitter, il n'y a pas un seul canon venin. On a des Sleepers, donc la mort silencieuse avec son trait de seigneur de guerre qui lui donne super EP et compte pour 5 figurines. On a une unité de 2 pyrovores. Alors je vois pas trop l'intérêt des pyrovores en Léviathan. J'entends beaucoup plus au niveau Kraken, mais en Léviathan, on a une harpie avec double canon venin et le synapse. On a une autre patrouille avec 3 tyrans gardes, un deuxième tyran ailé, celui-ci est en canon venin, et le shard goulette, donc avec la version relique du canon venin. Et cette fois-ci, c'est pas un Hive tyran à pied, mais un Hive tyran volant. Pourquoi pas. On a 2 unités de 5 guerriers tyrannides, tous de la même manière. On a un Lash Whip and Bone Sword, et full Death Spitter. Alors pourquoi ils mettent un Lash Whip? Je crois qu'il y a un stratagème autour du Lash Whip, mais c'est lequel? Alors attendez, je vais voir ça tout de suite. Lash Whip. Je crois que c'est du malus au test de co. Je crois que c'est ça. Je crois pas que ce soit autre chose. Tower F Tendril, Bullrower, Toxicrine, Acid Maw, Gargoyle, Flèche Hook. Lash Whip and Toxic Lash. Utiliser ce stratagème, ok, on fait un -2 au test de co et un -1 au combat d'attrition. Ok, c'est pour ça qu'il garde un Lash Whip. Sélectionne une unité ennemie à portée d'engagement d'un Lash Whip d'une unité de notre armée. Et jusqu'à la fin de la phase, on met un -2 au test de co et un 1 d'attrition. C'est pour ça qu'ils mettent un Lash Whip et une double Bowsworn sur tout le reste. Parce que la reroll, c'est que pour la figurine. Tyrannid Warrior, Lash Whip. Le porteur gagne Lash Whip Keyword et à chaque fois que le porteur fait des attaques de mêlée, reroll des 1. Donc ouais, c'est vraiment que pour le stratagème. Ok, pourquoi pas. Ça ouvre des perspectives, c'est pas idiot. C'est pas idiot. Et du coup, les crafters n'ont pas forcément 10 000 morale, donc ouais, leur faire un -2 puis un 1 d'attrition, quand on est... mais en même temps, une unité de 5 en mêlée, c'est censé laver, quoi. Ouais, bah écoutez, pourquoi pas. On a le Malceptor, le Venom, la deuxième harpie avec double canon venin, et l'autre, elle est en double canon venin aussi? Double canon venin. Il y a du canon venin partout. Une fois de plus, nous sommes arrivés à un point où certains éléments nous paraissent rapidement familiers. Tous les coups sont là, avec les monstres les plus puissants du livre tyrannide qui prennent place sur le plateau et causent volontairement des problèmes. La principale différence par rapport à d'autres constructions que nous avons vues jusqu'à présent est qu'elle est un peu plus large avec les guerriers et qu'elle dispose du maître de guerre, des Sleepers, qui peut être utilisé comme un outil de précision pour le contrôle des objectifs partout où cela est nécessaire, donnant à l'armée un angle d'attaque. Et peut-être pour contrer quelqu'un qui essaie de verrouiller un objectif avec Barot, puisque Death Sleeper compte comme 5 modèles quand il est maître de guerre.
comme déjà mentionné. Si vous n'avez pas déjà un plan de gestion, assurez-vous d'en construire un. Et félicitations à Larry pour sa 2e place invaincue. Le reste du BS, donc, à 4 victoires, 1 défaite, on a un culte Gene Stealers avec le Twisted Helix, des puritains bombes, des trucks, For Every Angle, en Right Joiner Unit, ok. On a donc le Craft World qu'on a vu au Showdown, on a un Deathwatch, je pense que c'est l'armée de renom. Kill Team Strike Force profitant de l'armure de mépris pour garder les choses un peu moins chères en utilisant moins de boucliers anti-tempête, donc de Storm Shield. Sur les figurines blindées, on y trouve aussi des tirs violents, avec une équipe Proteus chargée à bloc de missiles via les Terminators lanceurs de cyclones et les réguliers lanceurs de missiles, et une équipe Spectrus qui s'attaque aux éliminateurs. Les éliminateurs sont incroyables avec l'armure de mépris, donc la capacité de la Deathwatch à emmener 5 dans une escouade peut être négligée. Oui, les éliminateurs avec l'armure de mépris deviennent vraiment excellents, donc n'hésitez pas à les jouer. Ne serait-ce que pour leur côté scoring. Voyez pas dans les éliminateurs le côté létal, vraiment pas, c'est pas une unité létale. Ça va faire quelques tirs à un moment donné, mais c'est surtout que vous avez une unité qui via la light cover ayant sauvegarde à 1+, vous rajoutez derrière l'armure du mépris. Si une petite unité de 3 elle peut bouger en phase de mouvement et rebouger de 6 pouces en phase de tir, après avoir tiré. Non, franchement, c'est une petite unité qui est assez mobile, elle s'infiltre aussi, donc ça peut créer des bulles d'anti-FEP. Pour seulement 75 points, c'est pas grand chose. C'est Primaris, donc à la rigueur, vous pouvez transhuman pour un PC si vous voulez, mais si vous arrivez à toujours rester hors ligne de vue de votre adversaire, vous êtes vraiment tranquille. Donc on a un Tyrannide, le Léviathan Good Stuff, le Hive Tyran, le Malceptor, etc., etc. On a un Harlequin en Light Side As, donc on les connaît. On a un Adeptas Sororita. Là, c'est du cœur valeureux sur cet Adeptas Sororita, donc 8ème place. Une liste de cœurs vaillants, donc de cœurs valeureux à toute épreuve, tirant au maximum d'avantages de l'armure de mépris, 2 unités de parangon, chacune avec 2 melta et un flammeur pour permettre la Sainte Trinité, les mortificateurs, un castigator et un noyau dur de sacré de Sacre-Sainte et de Morganval pour finir. Il y a aussi Stern et Kiganil pour traquer les personnages ennemis. Il est beaucoup plus difficile à gérer qu'avant la mise à jour des données, et il est bien préparé pour punir les adversaires qui ne peuvent pas combattre les combinaisons de guerre, donc les Warsuits, sur plusieurs flancs. Donc là, on voit justement ce qu'on disait sur les cœurs vaillants, enfin les cœurs valeureux, avec les Warsuits, ça devient ultra intéressant, et en 9ème place, on a un White Scar, donc beaucoup de jouets en mêlée, des Terminator reliques aussi. En même temps, oui, avec les griffes qui passent à dégâts 2, c'est plutôt très très fort.